Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Voilà, comme chaque matin à même heure, c'est Eliana qui vient nous rejoindre dans notre studio pour notre plus grand plaisir. C'est gentil ça, merci beaucoup. C'est toujours gentil. Et c'est vrai. Bonjour Eliana, vous allez bien? Vous Ouais, très bien. Alors de quoi on parle ce matin? J'ai envie de vous dire bonne fête de la Géoula. Alors vous allez me regarder avec un air de quoi parlez-vous Eliana ce matin? Eh bien, il faut dire que pour la communauté Chabad, voilà, pour les Lubavitch, aujourd'hui, le 12 Tammuz est un jour de fête puisque c'est la libération du rabbi, non pas du rabbi que nous avons connu, mais le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qui était donc le beau-père de Menachem Mendel, et il a en fait vécu une histoire assez extraordinaire, et donc c'est de cette histoire que je voulais vous raconter ce matin. Il faut, pour comprendre cette histoire, bien repartir en Russie, mais non pas la Russie du Tsar, mais la Russie soviétique, une Russie où il était particulièrement interdit de pratiquer son judaïsme. Quelle année ? En quelle année? C'est une bonne question. Bon. Je bloque, c'est dans les années 30, là j'ai un petit blocage, on va y retourner. On va y arriver, je suis sûr. Merci Olivier. Voilà, donc nous sommes en Russie. Nous sommes en Russie et à cette époque, il est particulièrement interdit de pratiquer son judaïsme. Il faut rappeler il est interdit donc de faire son judaïsme, puisque on est en 1926. Voilà, c'est ça que je voulais vérifier. C'est pour ça, elle cherchait, elle n'arrivait pas à se concentrer sur ce qu'elle disait. On dit que les femmes peuvent faire deux choses à la fois, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, non, surtout quand on cherche quelque chose qui est quand même assez important, et c'est vrai, vous avez raison. On est en 1926. On est en 1926, donc la révolution d'octobre a eu lieu 9 ans plus tôt. Selon le marxisme, la religion est l'opium du peuple, et donc toutes les sommités religieuses sont persécutées à cette époque-là en Russie. Et il faut dire que pendant cette période, on a les Lubavitch, eux, sont déjà très forts dans le sens où ils ne vont pas écouter toutes les directives communistes qui interdisent de pratiquer le judaïsme, mais au contraire ils vont essayer d'être forts et de continuer à rester juifs. Et c'est ainsi que le rabbi, donc qui est à la tête du mouvement Lubavitch, le mouvement Lubavitch de l'époque n'est pas aussi important qu'aujourd'hui, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut dire que son gendre lui va être entre guillemets responsable de l'essor du mouvement Lubavitch, donc il est arrêté, et quand il est arrêté, il ne va tout simplement ne va pas participer, il ne va pas participer au jeu entre guillemets des communistes, puisque les communistes vont lui poser des questions et celui-ci ne répondra jamais rien. Alors il y a un très beau livre qui a été écrit par Israël Goldberg, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Israël Goldberg, qui s'appelle Prince d'Israël, qui est en fait le journal du rabbi, qui est la traduction du journal du rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, et dedans il raconte aussi l'histoire, et on raconte que quand on le fait entrer donc dans cette prison, on lui dit la première chose qu'il dit, c'est la première fois que je rentre dans un endroit où on ne se lève pas à mon entrée. Alors la GPU, qui est donc l'ancêtre du KGB, lui dit: mais où te crois-tu? Alors lui répond tout simplement, dans un endroit où il n'y a pas de mésouzote, chez nous, ce sont ou les latrines ou les étables. On lui dit: enlève ton châle de prière. Il lui dit: si vous y touchez, l'interrogatoire est clos, je ne répondrai plus rien. Et il va exiger son talit et ses tefilines. Pendant tout l'interrogatoire. Pendant tout l'interrogatoire, et puis on lui prévient tout de suite qu'il va être fusillé dans les 24 heures. Et lui répond: bon, Hachem Yahazor, Dieu aidera, on verra tout ce qui se passe, tout ce qui se passera. Le deuxième
deuxième interrogatoire qu'il va vivre, eh bien, on lui dit qu'il faut qu'il se lève, il va refuser. On va lui poser des questions en russe, il ne va répondre qu'en yiddish. On va le frapper, rien ne fera, il ne bougera pas. Il a véritablement une volonté de faire. Et puis, le rabbi, lui, eh bien, va garder son calme. Bien qu'on le frappe, bien qu'on le menace, lui ne bouge pas. Et il faut dire qu'au même moment, eh bien, ces chassidim s'activent. Dans le monde entier, on va faire savoir que ce grand rave a été emprisonné. On va avoir dans le monde entier des rabbins qui vont en fait se tourner vers les personnalités politiques qu'ils connaissent afin de faire envoyer un message à la Russie, faire impression. Et c'est ainsi que on va avoir d'un peu partout des télégrammes qui vont arriver. Il faut dire quand même, il faut rappeler que aux États-Unis, donc on va faire bouger les choses, et la communauté juive qui va être la plus active, c'est la communauté juive allemande. Ah oui. Les deux grands rabbins de Berlin, on a le réformé qui est Léo Beck. Si ça vous dit quelque chose, à Katamon, à un moment, il y a le centre Léo Beck, il faut tourner au rond-point. Et l'orthodoxe Hildesheimer vont tous les deux être très actifs. Ils vont contacter un député qui s'appelle Oscar Kohn, qui est un député socialiste, qui est proche des milieux sionistes de gauche, qui est un ancien compagnon de Lénine, donc bon, c'est quand même quelqu'un qui est assez haut placé, il va donc interpeller le ministre des Affaires étrangères, Stresemann allemand, qui va lui convoquer l'ambassadeur soviétique Krestinsky. Donc il y a toute une pression qui est organisée. Bien. Et on va avoir aussi Catherine Peskova, qui est à l'époque à la tête de la Croix-Rouge soviétique, qui elle aussi va réussir, qui va aller voir le chef de la GPO de l'époque et va réussir in extremis à avoir la commutation de la peine de mort en 10 ans de déportation. Ah oui. Ce qui est pas mal, mais ce n'est pas quand même pour les chassidim, ça veut dire c'est juste un sursis, on continue. Et ils vont continuer à faire beaucoup de bruit. Alors il faut, de son côté, le rabbi, lui, quand on lui retire cette filine, il fait la grève de la faim. Après 24 heures de grève de la faim, on lui rend cette filine. Il va refuser de faire tout ce qu'on lui demande. Il va refuser de travailler, de dormir. Alors on lui demande de travailler, de participer aux promenades, de boire tant qu'il n'est pas sûr que le récipient dans lequel il va boire est cachère. Il va véritablement une volonté de faire. Et donc, on l'accuse de crimes contre-révolutionnaires, de révolte, et lui, il continue. Il va même obtenir qu'on lui apporte ses habits de Shabbat. Il est très très fort. Il a une volonté de faire. Et puis, le départ en déportation est fixé au 29 juin à 19h. Et donc, on va avoir une foule qui va se rassembler devant la porte de la prison. Il faut rappeler qu'à cette époque, faire une déportation, c'était la Sibérie. Voilà, mais c'est pas ça. Mais faire une manifestation pareille en Union soviétique, c'est-à-dire on va être noté sur un fichier, automatiquement on aura des problèmes. Et lui, il va départir juste avant de partir. Et puis à partir du moment où il est où le convoi s'ébranle, on l'appelle, on lui monte sa sentence. Sa sentence a été la peine de mort, donc est rayée de rouge. Ensuite, il y a la sentence de la déportation qui est suivie d'un niet, ce qui veut dire non en russe. Et c'est comme ça qu'on lui apprend qu'en fait, sa déportation a été annulée. La seule chose qu'il va recevoir, c'est 3 ans de relégation à Kostrama dans l'Oural, donc dans un endroit assez lointain, pour qu'il n'ait d'accès à ces chassidim, pour pas qu'il n'ait d'influence. Ce sont les pressions politiques qu'on fait que... les pressions politiques sont très importantes dans le monde entier. On s'active pour ce rabbin, et donc l'URSS est un petit peu embêté. Et puis on lui dit, à ce moment-là, on lui dit, voilà, vous avez 3 ans de relégation à Kostrama dans l'Oural. Si vous reconnaissez le Congrès national, vous serez libre. Et puis le rabbi lui dit non, pas du tout. Et c'est comme ça qu'il va donc être il est censé être envoyé exilé, exactement. Bien entendu, on fait exprès de prévoir son exil le jour du Shabbat. Donc le rabbi va refuser de sortir de la prison. Donc le départ est reposé dimanche. Enfin, c'est vraiment une force vraiment de l'esprit. Et puis on va enfin le faire envoyer. Quand il arrive sur place, qu'est-ce qu'il va faire? Sur le jour où il doit partir, il va être escorté d'une garde armée, et puis il va être aussi accompagné de son gendre, de sa fille cadette, donc le Rabbi Lubavitch, Raïmouchka, et d'un chassid. Et puis sur le marchepied, il en profite pour dire quelque chose à tout le monde. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit
ce n'est pas de notre propre gré que nous avons été exilés de la terre d'Israël. Ce n'est pas par nos forces que nous y reviendrons. Sachez seulement, peuple du monde, que seuls nos corps sont soumis à l'exil, nos âmes, elles, restons libres. Nous devons proclamer haut et fort que pour tout ce qui est de notre spiritualité, ses lois et ses coutumes, nul ne vous imposera ses vues et nul pouvoir au monde ne pourra nous asservir. Voilà. Alors, et c'est comme bien ça. Bien sûr, les chassidim voient dans cette libération. Alors, la libération, elle est encore un peu plus tard, la véritable libération. Donc voilà, donc le 12, le Yud Bet Tammuz, il est véritablement libéré. Et puis un peu plus tard, puisqu'il continue en très gros d'énerver tout le monde, il sera un peu plus tard, il réussira à partir aux États-Unis. Mais il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, alors dans la tradition Chabad, il y a plusieurs Admourim de Chabad qui ont été emprisonnés. Il y a le Yud Tet Kislev, c'est le premier Admour qui sort de prison. Et donc là, c'est à nouveau une autre histoire. Et il faut quand même rappeler que le 12 Tammuz, donc la date de sa libération, qui est la date d'aujourd'hui, était aussi sa date d'anniversaire. Donc il a été libéré, il a ce jour d'anniversaire. Et donc moi bien sûr, les chassidim voient dans ça un miracle. Bon, un miracle, on peut voir un miracle. Mais non, on peut voir non seulement un miracle, mais aussi cette personnalité, cet homme qui a eu cette force de volonté, qu'on l'en souhaite à tout le monde. Je souhaite à vous avez bien fait de nous en parler ce matin. Merci beaucoup, C'était Olivier. une très bonne idée. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.